Imaginez un jeune homme de 19 ans, convaincu qu'il pouvait défier la loi, braver la justice et échapper à tout. Mais un jour, dans un tribunal du Texas, un juge a levé son marteau, et toute son arrogance s'est effondrée. Voici l'histoire glaçante de Dexter Johnson, le gangster de Houston dont le crime a choqué l'Amérique, et dont le procès est devenu viral. Si vous aimez ces récits où la justice finit toujours par rattraper le crime, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Un enfant des rues Dexter Darnell Johnson voit le jour le 7 juin 1988 à Houston, au Texas. Dès ses premières années, il est plongé dans un environnement marqué par la pauvreté, la criminalité et l'absence de repères stables. Les rues de Houston dans les années 90 ne sont pas seulement un décor de béton. Ce sont des terrains de survie, où la loi du plus fort domine et où les plus jeunes apprennent très tôt à se défendre, parfois au prix de leur innocence. Dexter grandit sans modèle solide pour l'encadrer. Les disputes à la maison, le manque de perspectives scolaires et l'influence permanente de la rue finissent par peser lourd. Dans son quartier, les gangs ne sont pas des légendes qu'on entend de loin, ils sont partout. Ils contrôlent les coins de rue, imposent leur présence dans les écoles et séduisent les adolescents en leur promettant pouvoir, respect et argent rapide. À l'adolescence, Dexter est un garçon charismatique. Il sait parler, convaincre, et il a cette énergie qui attire les autres. Mais au lieu d'utiliser ce charisme pour construire quelque chose de positif, il l'emploie à se rapprocher des Five Deuce Hoover Crips, l'un des gangs les plus craints de Houston. Ces derniers sont connus pour leur braquage de voitures, leurs vols armés et leur violence imprévisible. Peu à peu, Johnson n'est plus seulement un suiveur. Il prend de l'assurance, gagne la confiance des membres plus âgés et se place au centre de petites opérations. À ses côtés, il recrute même des plus jeunes, comme Lewis Irvin, un adolescent de seulement 16 ans. C'est déjà un signe inquiétant. À 19 ans, Dexter devient un meneur, un chef de bande en miniature, qui utilise son influence pour entraîner les autres dans la spirale du crime. À ce moment-là, ses délits restent encore mineurs. Vol de voiture, braquage à main armée, intimidation dans la rue. Mais pour lui, ce sont des trophées, des preuves qu'il est respecté et craint. Il aime l'adrénaline, ce sentiment de puissance qu'il n'a jamais connu dans son enfance. Il se sent invincible. Pourtant, cette illusion de contrôle cache une vérité implacable. Plus Dexter gagne en arrogance, plus il se rapproche d'un point de non-retour. Car dans son univers, chaque choix, chaque vol, chaque agression est une marche de plus vers un gouffre dont il ne pourra plus sortir. Et en juin 2006, à seulement 19 ans, il va franchir la ligne rouge. Le 18 juin 2006 n'était censé être qu'une autre nuit de chasse pour Dexter Johnson et son petit groupe. Depuis plusieurs semaines déjà, il vivait dans une spirale de violence. Plus de 10 vols de voitures, des braquages, des menaces. À chaque fois, ils riaient de leur audace, se sentant intouchables. Mais ce soir-là, leur choix allait sceller leur destin. Dans une rue calme de Houston, un couple est assis dans une voiture après une sortie en amoureux. Maria Aparecida, 23 ans, et son petit ami Wingo, 17 ans, sont de jeunes lycéens, deux âmes insouciantes, encore bercées par l'avenir qu'ils imaginent ensemble. Ils n'ont aucune idée que des regards hostiles se sont posés sur eux. Dexter et ses complices repèrent la voiture. Pour eux, ce n'est pas un couple, ce n'est pas deux êtres humains, ce sont des proies. Avec la froideur qu'il a apprise dans la rue, Johnson s'avance, arme à la main. La peur s'installe aussitôt dans la voiture. Maria et Huy sont forcés de sortir. Les menaces fusent, sèches, brutales. Sous la contrainte, le couple est conduit à un distributeur automatique. Là, Dexter exige de l'argent. Tout ce qu'ils réussissent à retirer, c'est 25 $. 25 misérables dollars, une carte de crédit. Aux yeux de n'importe qui, une somme dérisoire. Mais pour Dexter, ce n'est pas l'argent qui compte. C'est le contrôle. C'est la domination. La nuit ne s'arrête pas là. Johnson conduit ses victimes dans une zone boisée, isolée, loin des regards. Ce moment, c'est le point de bascule. Dans cette obscurité, Maria implore, supplie. Elle pense encore que ses paroles pourraient attendrir son bourreau. Mais Dexter est insensible. L'instant devient d'une cruauté innommable. Maria est agressée sexuellement avant que Johnson ne braque son arme contre elle et ne tire une balle en plein visage. Lui, est forcé d'assister à l'horreur. Puis, sans hésitation, une balle lui transperce la nuque. 2 vies fauchées en quelques secondes. 2 familles brisées à jamais, sans raison, sans pitié. Pour Dexter, ce double meurtre n'est pas seulement un acte de barbarie, c'est le couronnement de son pouvoir. Il se vantera plus tard auprès de ses complices, racontant avec arrogance comment il a pris la vie de 2 innocents comme si ce n'était qu'un jeu. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que cette nuit du 18 juin ne sera pas seulement la fin de Maria et de Huy. Ce sera aussi le commencement de sa chute. Car dans son arrogance, il a laissé derrière lui des traces, des témoins et un crime trop brutal pour passer inaperçu. Après le double meurtre de Maria et Huy, Dexter Johnson ne se cache pas. Au contraire, il continue à arpenter Houston comme si rien ne s'était passé. Dans son esprit, il est au sommet. Il croit avoir prouvé à ses complices qu'il est un vrai chef, un homme sans peur, prêt à tout. Cette arrogance,
Cette impression d'être intouchable devient sa signature. Durant les jours qui suivent, il se vante devant les membres de son gang. Il raconte comment il a abattu 2 jeunes innocents comme si c'était une histoire banale, un simple épisode dans sa vie de voleur de voiture. Il n'exprime ni regret, ni remords. Pour lui, ses crimes sont des trophées, des preuves de sa force. Ses mots sont froids, presque mécaniques. Il aime le pouvoir que procure la peur. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'à chaque détail confié à ses complices, il laisse derrière lui des témoins dangereux. L'un après l'autre, ses amis commencent à parler. Sous pression, certains décrivent exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Pendant ce temps, la police de Houston travaille sans relâche. Sur la scène du crime, un indice précieux attire leur attention. Une cigarette abandonnée, portant l'ADN de Dexter. Ce petit objet, jeté sans réfléchir, devient une preuve implacable. Les enquêteurs recoupent aussi les balles retrouvées dans les corps de Maria et Huey avec une arme que Johnson possède. La science parle. Le tueur est identifié. Les autorités surveillent désormais ses moindres faits et gestes. Et quand Dexter, une nouvelle fois, se met derrière le volant d'une voiture volée, les policiers passent à l'action. Le 1er juillet 2006, après une course-poursuite tendue dans les rues de Houston, il est enfin arrêté avec son complice Lewis Irvin. Face aux enquêteurs, Dexter nie les faits. Il prétend qu'il ne faisait que « rouler pour s'amuser », comme si le meurtre de 2 innocents pouvait disparaître derrière une excuse d'adolescent. Mais les preuves sont là. L'ADN, les témoignages, les balles. Chaque élément de l'enquête dessine le portrait d'un chef de gang qui n'a pas seulement volé des voitures, mais qui a froidement planifié, humilié et exécuté ses victimes. Pour la justice, il ne s'agit plus d'un simple délinquant de rue. Il est désormais vu comme un criminel impitoyable, un danger pour toute la société. Mais pour Dexter, même derrière les barreaux, le masque de défiance reste en place. Il continue de croire qu'il peut échapper à son sort. Ce qu'il ignore encore, c'est que son procès sera l'un des plus marquants de Houston, et qu'il va exposer au grand jour toute l'étendue de son arrogance. Un procès sous tension. En mars 2007, le tribunal de Harris County, à Houston, ouvre ses portes pour un procès qui va marquer la ville. La salle est pleine à craquer. D'un côté, les familles de Maria et Huey, brisées mais déterminées à voir la justice rendue. De l'autre, les proches de Dexter Johnson, qui s'accrochent encore à l'idée qu'il est trop jeune pour être condamné à mort. Dans l'air, il y a une tension presque étouffante. Lorsque Dexter entre dans la salle, menotté, son attitude choque immédiatement. À seulement 19 ans, il ne montre ni peur ni honte. Au contraire, il garde ce sourire insolent, ce regard de défi, comme s'il n'était pas jugé pour un double meurtre, mais pour une simple bêtise de jeunesse. Certains jurés le remarquent dès le premier jour. Ce n'est pas l'expression d'un garçon accablé, c'est celle d'un jeune homme persuadé qu'il peut encore manipuler son monde. Les procureurs déroulent un dossier d'une solidité impressionnante. L'ADN retrouvé sur une cigarette, les balles identifiées comme provenant de son arme, les témoignages de ses complices, tout converge vers une seule conclusion. Dexter est le meneur, celui qui a donné les ordres et tiré les coups de feu. Chaque preuve est présentée avec froideur, chaque détail plonge la salle dans le silence. Puis vient le moment des témoignages des familles. La mère de Maria se lève, la voix tremblante. Elle raconte les rêves de sa fille, ses projets d'études, l'avenir brillant qu'elle n'aura jamais. Ses mots transpercent la salle comme des lames invisibles. Des jurés essuient discrètement leurs larmes, incapables de rester insensibles devant une douleur aussi brute. Pendant ce temps, Dexter reste presque immobile. Parfois il ricane, parfois il secoue la tête comme si tout cela n'était qu'un spectacle inventé pour le piéger. Son comportement glace l'assistance. Où est la culpabilité? Où est le regret? Beaucoup se disent déjà que ce procès ne révélera jamais un jeune homme perdu, mais bien un tueur sans remords. La défense, de son côté, tente de jouer sur la corde de la compassion. Les avocats expliquent que Dexter est le produit de son environnement. Une enfance difficile, un quartier dangereux, des influences néfastes. Ils soulignent son jeune âge, cherchant à éveiller la pitié des jurés. Mais face à la brutalité des faits et à l'absence totale de repentir, ces arguments paraissent bien faibles. Après plusieurs semaines, le verdict se rapproche. Le 17 avril 2007, le jury se retire. Les heures passent, lourdes, interminables. Puis la décision tombe. Coupable de meurtre avec préméditation. La salle est figée. Les familles de Maria et Huey s'étreignent dans les larmes. Du côté de Dexter, le masque de défiance ne tombe pas. Il garde ce sourire amer, comme s'il refusait d'accepter la réalité. Mais le pire, ou le plus marquant, reste encore à venir. Car le lendemain, le tribunal devra décider de son sort. La prison à vie, ou la mort. Et ce moment, personne dans la salle ne l'oubliait. Le 18 avril 2007, la salle du tribunal de Harris County est plus tendue que jamais. Tout le monde sait que ce jour ne sera pas comme les autres. La veille, le jury a reconnu Dexter Johnson coupable de meurtre avec préméditation. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une question. Passera-t-il le reste de sa vie derrière les barreaux, ou la justice du Texas choisira-t-elle la peine de mort? Les familles des victimes prennent place dans un silence pesant.
La mère de Maria serre une photo de sa fille contre elle, comme pour puiser un peu de force dans ce souvenir devenu douloureux. Le père de Huy fixe la table des jurés, le visage fermé, déterminé à ce que la voix de son fils ne soit pas effacée. De l'autre côté, la famille de Dexter est là aussi. Sa mère pleure déjà doucement, comme si elle savait que la sentence ne laisserait aucune échappatoire. Ses frères et sœurs, effrayés, se tiennent les mains, impuissants. Quand Dexter entre dans la salle, menotté, l'atmosphère devient électrique. Son regard est dur, son corps tendu. Contrairement aux familles brisées autour de lui, il ne montre ni peur ni faiblesse. Au contraire, il garde ce masque d'arrogance, comme s'il refusait de plier devant quiconque. Le juge Mark Ellis prend place. Le silence devient presque insoutenable. Après un moment qui semble durer une éternité, il se lève pour prononcer la sentence. En accord avec les lois de l'État du Texas, cette cour condamne Dexter Darnell Johnson à la peine capitale. Ces mots résonnent dans la salle comme un coup de tonnerre. La famille de Maria s'effondre. Des sanglots bruts résonnent entre les murs. Celle de Huy ferme les yeux, les larmes coulant silencieusement sur leurs joues. La douleur, immense, remplit chaque recoin de la pièce. Mais du côté de Dexter, c'est l'explosion. Il se lève brusquement, furieux. Il crie, hurle des insultes. Sa voix résonne. C'est du mensonge, c'est des conneries. Les agents de sécurité se précipitent pour le maintenir. Il se débat, tente de se libérer, frappe du pied, secoue la tête. La scène est chaotique. Les jurés restent pétrifiés, certains choqués par cette démonstration de rage incontrôlée. Et tandis que Dexter vocifère, la douleur de sa famille éclate à son tour. Sa mère pousse un cri déchirant, un cri qu'on n'oublie jamais, celui d'une femme voyant son fils condamné à mourir. Ses proches pleurent, supplient, se laissent tomber sur les bancs. Dans les couloirs du tribunal, leurs sanglots continuent d'éclater, attirant des regards bouleversés. Cette scène, captée par les caméras de surveillance, deviendra virale. Les images de ce jeune homme condamné à mort, se débattant comme un animal en cage, circuleront partout, nourrissant à la fois fascination et horreur. Mais au-delà de ce chaos, une vérité demeure. La justice venait de sceller son destin. Pour Maria et Huy, il n'y aurait jamais de retour. Et pour Dexter, il n'y aurait plus d'avenir. La salle du tribunal, glaciale quelques minutes plus tôt, vient de devenir le théâtre d'une tragédie humaine où s'entremêlent colère, désespoir et un silence lourd de conséquences. 12 ans. C'est le temps qu'il a passé derrière des barreaux étroits, dans une cellule minuscule où chaque seconde résonnait comme une condamnation. Le couloir de la mort n'est pas seulement une attente, c'est une lente torture psychologique. Chaque matin, il se réveillait avec la même pensée. Est-ce aujourd'hui que je vais mourir? Le silence des murs, interrompu seulement par les cris lointains d'autres condamnés, devenait insupportable. Certains prisonniers perdaient la raison, d'autres s'accrochaient à des prières, et lui oscillaient entre colère, regret et désespoir. Ses journées étaient rythmées par des routines mécaniques, repas servis à travers une petite trappe, promenades surveillées dans une cour grillagée, et des heures interminables passées à fixer un plafond gris. Mais ce qui le détruisait le plus, ce n'était pas seulement la peur de l'exécution, c'était l'attente. 12 ans de report, d'appels rejetés, de faux espoirs donnés par des avocats ou des militants qui s'étaient intéressés à son cas. Chaque fois qu'il croyait entrevoir une lumière, la justice lui rappelait brutalement qu'il n'était qu'un numéro de dossier. Son corps s'affaiblissait, mais son esprit, lui, vacillait entre deux mondes, celui du criminel qu'il avait été et celui de l'homme brisé qu'il était devenu. Parfois, il s'accrochait à des souvenirs d'enfance, un rire, un coucher de soleil, un visage croisé dans la rue. Ces images étaient son seul refuge dans une réalité où l'avenir semblait condamné. 12 ans, c'est une éternité quand chaque jour peut être le dernier. C'est une vie entière volée à attendre la mort, sans savoir quand elle frappera. Quand le rideau tombe sur une vie marquée par la violence, la prison et la mort, que reste-t-il? Pas seulement un nom, pas seulement un dossier judiciaire. Ce qui demeure, c'est une histoire, un héritage complexe qui soulève plus de questions que de réponses. Son parcours laisse une cicatrice dans la mémoire collective. Certains se rappelleront de lui comme d'un criminel arrogant, celui qui a choisi la violence et en a payé le prix ultime. D'autres verront en lui un produit d'un système qui, dès l'enfance, ne lui a laissé aucune chance. Un enfant des rues, livré à lui-même, transformé en monstre par l'abandon, la pauvreté et l'indifférence. Sa mort dans le couloir de la mort ne ferme pas le débat. Au contraire, elle l'ouvre. Était-ce la justice? Ou était-ce une vengeance maquillée? Peut-on réellement réparer un crime par une autre forme de violence, légalisée cette fois? Et surtout, combien d'autres enfants, perdus aujourd'hui dans les rues, suivront la même trajectoire tragique si rien ne change? L'héritage qu'il laisse, ce sont ces interrogations brûlantes. Des juges, des avocats, des journalistes, mais aussi des anonymes continuent d'évoquer son nom, non pour glorifier sa mémoire, mais pour réfléchir à ce que son histoire révèle de notre société. Une société qui crée des criminels autant qu'elle les punit. Sa vie, puis sa mort, posent une question dérangeante. Et si ce n'était pas seulement lui qui avait échoué, mais aussi le monde qui l'avait entouré? Un monde qui a laissé un enfant survivre seul dans la rue,
qui a fermé les yeux sur ses blessures, puis qui l'a condamné quand il est devenu ce que, peut-être, il ne pouvait qu'être. Voilà le véritable héritage qu'il laisse derrière lui. Une invitation à regarder au-delà des faits, à interroger la justice, la miséricorde, mais surtout nos propres responsabilités face à ceux que l'on choisit trop souvent d'oublier. Son histoire soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et si vous voulez découvrir d'autres récits puissants qui nous obligent à réfléchir, abonnez-vous dès maintenant. Ensemble, on ira au cœur de la vérité.